Ce jeudi 9 juillet, c'était la 25e commémoration du massacre des étudiants Hutus à l'université du Burundi. Cette tuerie a eu lieu le 11 juin 1995. La date de la cérémonie a été reportée de près d'un mois cette année afin de coïncider avec l'inauguration d'un monument dédié aux victimes. Parmi les nombreux invités figuraient les membres de la commission Vérité, Réconciliation et d'autres représentants d'institutions gouvernementales, une présence qui prouve l'engagement du gouvernement dans la reconnaissance de la gravité de cette ignominie. Dans cette édition du Club de la Presse, nous reviendrons également sur d'autres événements tout aussi graves que les massacres où des gens ont été victimes de leur appartenance ethnique. Nous en parlerons avec nos invités. D'abord, Lambert Nyonzima, technicien à la radio Nzamba Agate Kakawe. Vous êtes là surtout parce qu'au moment des faits, vous étiez étudiant à l'Institut technique supérieur au campus Kilili. Bonjour. Bonjour. C'est tout à fait ça? Oui, c'est vrai. Nous sommes également avec Emmanuel Ndereimana, chargé de la communication de la coalition de l'opposition CEFOR Arusha. Bonjour. Bonjour. Bienvenue à tous les deux. Bonjour, merci. À toutes, bonjour, bonsoir, bienvenue. Au moment des faits, donc, vous étiez au campus Kilili. Quelle était l'atmosphère entre les Hutus et les Tutsis, entre les étudiants Hutus et Tutsis à l'université à Kilili, Lambert? Pour l'ambiance qui régnait, c'était celle qui régnait dans tout le pays, parce qu'on sortait des massacres de 93, la mort d'Adaye et les massacres qui s'en sont suivis. Il y avait encore ce climat de suspicion entre les étudiants, entre les communautés, bien sûr. Oui. Et donc, il y avait méfiance entre les deux? Oui. Oui, il y avait grande méfiance née justement de ces massacres, de ces tueries de 93. Est-ce qu'il y avait des menaces que les deux côtés puissent en venir aux mains jusqu'à s'entretuer, comme ça a été le cas au campus de Mutanga? Probablement oui, parce que au vu de ce qui s'était passé en 93, même 94, ça se poursuivit. Ce climat de méfiance, de suspicion a perduré et s'est intensifié du jour au jour. Et voilà ce qui aboutit à un massacre au Mutanga, au campus Mutanga. Oui, et au campus Mutanga, c'est vrai, il y a eu, on a vu, tout le monde sait ce qui s'est passé. Il y a eu la tuerie des étudiants d'ethnie Hutu qui ont été visés. Est-ce que au campus Kilili, est-ce qu'il s'est passé quelque chose du genre? Non, au campus Kilili, non. Plutôt seulement quelques semaines après le massacre de Mutanga, campus Mutanga, les étudiants Hutus qui ont fui le campus, ils ont regagné la rébellion qui était naissante. Et avec la rébellion, ils sont venus se venger sur les étudiants Tutsis qui étaient restés au campus Kilili. Ah, donc c'est quelque temps après? Oui. Vous voyez, le massacre de Mutanga, campus Mutanga, c'était la nuit du 11 au 12 juin. Oui. Et à Kilili, c'était le 22 juillet. Donc, et moi, quelques semaines, 2 semaines. Et combien est-ce qu'on connaît le nombre de personnes qui ont été effectivement victimes de cette attaque? À Kilili, oui, je connais le nombre. Ils étaient un nombre de 6 étudiants et un employé de la cuisine. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé? Excusez-moi, je vais venir à vous, Emmanuel, tout à l'heure. Qu'est-ce qui s'est passé pour que, au campus Kilili, il y ait quand même les étudiants aient pu se retenir de cette manière pour ne pas se rentrer dedans? Je ne vois pas ce miracle-là. Je ne peux pas franchement le dire. Je ne sais pas franchement ce qui s'est passé, mais
Mais ce qui était plutôt une bonne chose. Oui, le campus Kiriri, le campus Kamenge, il n'y avait pas de problème. Vous n'étiez pas au Burundi quand c'est survenu, parce que vous m'en avez parlé avant de commencer cette émission, Emmanuel. Je pense que vous aviez fui le pays en 1994. Comment est-ce que vous avez appris le massacre des étudiants à l'université? C'était de désolation en désolation, parce que nous venions de perdre le président de la République, Melchior Ndadaye, il y avait juste 2 ans après, parce que Melchior Ndadaye a été assassiné en 1993. Juste 1 an après, comme la situation s'assombrissait de jour en jour, il est arrivé à un moment où, en 1994, moi aussi, j'étais obligé d'abandonner mon travail et pour me réfugier à l'extérieur. Alors, 1 an après, en 1995, c'est là où on a appris cette catacombe à l'université. C'était vraiment désolant, surtout qu'on pouvait comprendre quand des choses pareilles arrivent chez les simples paysans, où on pouvait dire, intellectuellement parlant, ils sont un peu manipulés par les intellectuels. Mais alors, notre pépinière intellectuelle, le sommet, l'université, apprendre qu'ils sont en train de s'entretuer, c'était vraiment très désolant. Et on se demandait même quel sera l'avenir du Burundi quand les intellectuels eux-mêmes aiguisent des machettes pour s'entretuer. Vraiment, c'était une situation très désolante. Il y a Lambert qui dit que c'est survenu dans un contexte de tension énorme depuis les massacres de 1993, ce qui est arrivé après l'assassinat du président Ndadaye, et que la tension montait au jour le jour. Ça veut dire que vous avez été surpris, vous vous êtes dit, mais c'était inattendu. C'était même difficile à comprendre. Comment, oui, pour des raisons que tout le monde connaît, on a déjà expliqué à certaines périodes de l'histoire de notre pays, le Burundi. C'était même pas facile à comprendre l'assassinat du président, Melchior Ndadaye. Et après, la situation s'assombrissait du jour au jour. Les périodes sombres naissaient de par ici, par là, dans tout le pays. Et on pouvait s'attendre à tout, mais pas au massacre à l'université surtout. Entre intellectuels. Entre intellectuels. C'est là où c'est difficile à comprendre, en fait. Vous comprenez? Bien qu'aujourd'hui, il y a des gens qui essayent d'expliquer en prenant, je ne sais pas quelle tendance politique ou quoi. À l'université du Burundi, comme dans tout le pays, les Burundais, Hutus et Tutsis, et toi, ainsi que des étrangers, sont appelés à cohabiter. Ils ont la même culture, nous avons la même culture, nous parlons la même langue, nous mangeons la même nourriture. Nous partageons les hauts et les bas journaliers. Alors, à un moment donné, quelque chose qui pouvait arriver peut-être dans une certaine classe au pays arrive chez les intellectuels. Jusqu'à aujourd'hui, c'est difficile à comprendre. Mais nous sommes obligés de vivre avec et chercher des mécanismes pour qu'il y ait stabilité et que plus jamais ça. Nous reviendrons sur cet aspect de la chose. Aujourd'hui, avec le recul, Lambert, comment considérez-vous cette tuerie? Lui, il dit, Emmanuel dit, mais c'était inimaginable. Est-ce qu'aujourd'hui, vous posez encore la question de savoir, mais comment est-ce qu'une telle chose ait pu se produire? Ce n'est pas seulement dans les universités, mais c'est aussi dans tout le pays. Comment penser qu'un voisin, un beau jour, se lève et tue son propre voisin, une personne avec laquelle ils ont grandi. Ils ont grandi. On a même tété le même sein. C'était imaginable. Oui. Et comme le disait Emmanuel, encore moins imaginable à l'université. Parce que, comme le disait,
c'est une pépinière des intellectuels. Hein. Et on était fiers d'être à l'université, de dire aux autres, aux jeunes élèves de secondaire. Et même au reste de la population. On était fiers d'être à l'université. C'était vraiment une fierté pour tout le monde. Donc il fallait être plutôt des modèles. Oui, on devait être des modèles. Oui, mais malheureusement, ce qui m'a surpris. Et Emmanuel vient de dire qu'il y a certaines personnes qui tentent toujours d'expliquer ce qui s'est passé. Est-ce qu'il peut y avoir une explication? Bon, l'explication qui peut y être, c'est... Je vais tenter moi aussi, ce n'est pas sûr que c'est vrai, mais c'est la succession des faits. L'assassinat du président Dadaye est survenu à la période où les étudiants étaient en grandes vacances. Beaucoup d'entre eux ont été tués et les rescapés sont retournés à l'université. Vous comprenez ça? Oui. Alors, ces jeunes rescapés, qui ont tout vécu sur les collines, hein, ils sont revenus au campus avec cette idée-là, hein, cette violence qu'ils ont vécue. Ouais, et ces émotions sont rancines, peut-être, oui. Et alors, petit à petit, la tension a continué à évoluer parce que la situation politique évoluait très vite. Très vite et d'une façon et donc désordonnée. La situation était volatile. Très volatile même, puisque volatile. Vous vous souvenez qu'il y avait chaque lundi, par exemple, il y avait des villes mortes, où il y avait des manifestations, tout ça dans... Donc ça participait à accroître cette tension. Oui. Il y avait les partis de l'opposition qui entretenaient des conférences de presse où les jeunes étudiants étaient invités. Tout ça accentué. En parlant en termes d'autodéfense, on se souvient notamment de Sogedem. De Sogedem, oui, tout à fait. Oui. Et donc, il y a beaucoup de facteurs qui peuvent expliquer cette recrudescence de cette tendance à la violence et donc qui peut expliquer au fait qu'on en soit arrivé au pire. Merci beaucoup pour cette explication. Vous avez dit vous-même, vous dites juste ce que vous pensez, vous n'êtes pas sûr que c'est exactement, mais ce qu'on veut, c'est exactement que vous disiez ce que vous pensez. Aujourd'hui, nombre de ceux qui sont au pouvoir sont des rescapés de cette tuerie. Comment devraient-ils se comporter par rapport à ce qui leur est arrivé, Emmanuel? Certains craignent qu'ils ne soient pas aujourd'hui en train de se venger. Il faut comprendre une chose. Par exemple, si nous rentrons sur le plan politique, nous, dans notre organisation, dans notre plateforme Sephora Arusha, nous nous basons sur les accords d'Arusha. Les accords d'Arusha sont nés après beaucoup de tractations politiques, beaucoup de discussions. Alors, quand ces accords sont nés, nous avons fonctionné avec au moins 1, 2, 3, 4, 5 ans, le premier mandat du CNDD-FDD. Alors, dans tous ces accords, il y a des mécanismes pour la cohabitation sociale, les mécanismes pour chercher les responsables de tous ces massacres. Pas dans le but de... Mais également protéger les minorités. Bien sûr. Tout ça, c'est écrit noir sur blanc. Pas dans le but de se venger ou de punir exactement, donner des punitions exemplaires aux coupables, mais chercher à trouver pourquoi ceci et pourquoi mettre fin à cela afin qu'on cohabite entre les couches de société au Burundi sans qu'il y ait encore de tous ces chamaillements, ces tueries et tout ça. Mais le problème par rapport à la question que tu viens de me poser est que ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui, ils ont préféré prendre ces accords et les enterrer et fonctionner par leur
je dirais, projets cachés, et où tout ce qui se passe aujourd'hui, on voit que ce sont exactement des tendances à se venger. Or, on ne peut pas construire une société avec des vengeances. Vous comprenez? Nulle part au monde, on n'a jamais construit une société avec des vengeances. Alors, si jamais ces accords ne reviennent pas sur la table, qu'on l'applique, on applique ça à la lettre. Parce que dernièrement, j'ai vu, on a mis en place la CVR, Comité Vérité et Réconciliation. Mais si vous observez bien de près, cette commission, c'est juste un instrument du parti au pouvoir. Vous comprenez? Alors, ce n'est pas là pour rendre service au Burundais, c'est là pour rendre service au parti au pouvoir, juste pour se stabiliser, continuer à peser sur le peuple burundais, de force même, si tu veux. Vous comprenez? Parce que aujourd'hui, nous sommes à un niveau où le peuple burundais n'a rien à dire, n'a pas la parole. Or, si tu ne donnes pas la parole à tout ce monde pour s'exprimer par rapport à tout ce qui s'est passé, comment croyez-vous qu'on va trouver le remède à tout ce qui s'est passé? Nous apprenons aujourd'hui qu'on est en train de d'ériger des monuments pour les massacres des Hutus à l'université du Burundi. Il y a une autre partie qui dit qu'il y a eu des massacres au campus Mutanga. Après, on apprend d'autres qui disent qu'il y a eu des massacres à Bugendana. Il y a d'autres qui viennent, il y a eu génocide en 72. Alors finalement, ce Burundi-là, il y a même ceux qui ont fui le pays récemment en 2015. Il y a eu des morts perpétrés par qui? Le pouvoir actuel. Alors, tous ces gens cherchent à construire des monuments commémoratifs. Alors, imaginez-vous si au Burundi, on commence à construire des monuments partout dans le pays. Il y aura quoi? Il y aura, au lieu d'avoir des gratte-ciel comme dans d'autres pays, nous aurons des monuments. Vous comprenez? On reviendra sur la question des monuments tout à l'heure. Mais si je vous comprends bien, ça veut dire que vous êtes en train de donner raison à ceux qui parlent d'une philosophie ethnisante. Non, écoute, dans attends, la là manière je vous arrête un peu. Ce que moi je vais dire, c'est ceci. Que cette CVR-là fasse son travail, qu'on écoute toutes les tendances. Vous comprenez? Toutes les tendances, toutes les couches sociales ont eu des pertes en vies humaines. Ce sont des Burundais. Apprendre aux Burundais d'oublier qu'ils sont Hutus, Tutsis et comprendre qu'il est seulement Burundais. Et après, on pourra dire, malgré tout ce qu'on a vécu, nous avons eu quand même des personnalités qu'on aimait dans nos familles, dans le pays. Érigeons un monument national où tout le monde pourra aller s'incliner en mémoire de ceux qui sont partis. Vous comprenez? Que ce soit un truc national, mais pas que chaque communauté fasse sa part comme il l'entend. Parce qu'aujourd'hui, si le CNDD-FDD n'est plus au pouvoir et qu'il y a d'autres qui arrivent, ils viendront faire quoi? Casser ces monuments et construire d'autres. C'est ça qu'il faut éviter. Il faut que cette CVR cesse de travailler pour le parti au pouvoir, qu'il soit réellement national. Voilà ce que nous demandons au sein de notre coalition d'opposition pour les partis politiques au Burundi. Merci beaucoup. Vous m'avez devancé par rapport à des questions qui vont revenir par rapport à ces monuments dans la deuxième partie de cette émission. Lambert, quand on parle d'étudiants Hutus tués, certains risquent de penser que ce sont tous les étudiants Tutsis qui étaient derrière cette tuerie. Qu'est-ce que vous en pensez? Il y a certains qui peuvent se dire, mais si on dit des Hutus ont été tués, et donc ce sont des Tutsis qui ont tué. Est-ce que vous seriez de cet avis? Quand on parle peut-être en termes de majorité, c'est vrai que ces étudiants Hutus ont été tués par les étudiants Tutsis. Mais je doute d'ailleurs que ce seulement les Hutus qui seraient morts. Je pense qu'il doit y avoir aussi des Tutsis qui auraient été victimes pendant ce massacre. Parce que ça se passait la nuit. Peut-être aussi en tentant de protéger des Hutus et qui auraient péri. Alors, pour répondre à votre question, c'est-à-dire que il y a une tendance chez nous à globaliser, à prendre
une ethnie comme étant victime ou une autre comme étant Coupable. Mais ce n'est pas vrai, parce que ce n'est pas tous les Tutsis du campus Mutanga qui ont participé au massacre. Ce ne sont pas tous les Hutus qui sont venus massacrer les Tutsis au campus Kiriri. Non. Oui. Et donc, pour vous, la responsabilité incombe à ceux qui ont effectivement tué. Oui. Et non pas à une ethnie quelconque. C'est ça. Et c'est dommage que la CVR, ce que nous promet, apparemment, il n'arrive pas à nommer le coupable. Et ce qu'on a dit seulement de dire, oh, telle victime. Mais quand on dit, alors, cherchons la vérité, la CVR ne veut pas. Oui. Et donc, vous rejoignez Emmanuel par rapport à ce qu'il disait. Oui. Ils esquivent. Or, pour trouver une solution durable à la problématique burundaise, c'est de chercher la vérité. Qui a tué qui? Oui, c'est ça. Et laisser de globaliser, dire ce sont les Tutsis qui ont tué, ce sont les Hutus qui ont tué. Non, c'est pas ça. Ça ne devait pas être ça. Merci beaucoup. Je rappelle que vous suivez le Club de la Presse, une émission produite en synergie par la télévision Renaissance et les radios RPA et Inzamba. Aujourd'hui, nous parlons de la 25e commémoration du massacre des étudiants Hutus à l'Université du Burundi. Pour en parler, nous sommes avec Emmanuel Ndereimana, chargé de la communication à la coalition CEFOR Arusha, et Lambert Nyonzima, qui était étudiant à l'Institut technique supérieur à Kiriri au moment des faits. Emmanuel, hier c'était la cérémonie de commémoration, donc la 25e. Est-ce important de commémorer? Oui, c'est important parce que quand la date où un événement s'est passé arrive, c'est normal de commémorer. Mais la commémoration actuellement, elle est surtout trop penchée sur l'axe politique que sur la problématique sociale dans la globalité. C'est là où se trouve le problème. Parce que y a ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui, ils ont tendance à indexer les Tutsis ont tué les Hutus. Ça, nous comprenons que, nous le savons, au campus Mutanga, il y a eu massacre des universitaires Hutus tués par leurs camarades Tutsis, appuyés par l'armée. Vous comprenez? Ça, nous savons. Alors, aujourd'hui... Mais comme il disait, pas tous les étudiants. Pas tous les étudiants, on ne peut pas globaliser, même pas tous les militaires, si tu veux. Vous comprenez? Ça, on sait. Mais ce qui nous échappe aujourd'hui, quand le pouvoir en place vient mettre, scinder la population en disant vous êtes des coupables, vous êtes des innocents, vous êtes des... Vous comprenez tout ça? Nous avons tendance à comprendre qu'ils veulent faire croire à ces Hutus que les Tutsis sont mauvais, quelque part, mais ils font oublier, et à la communauté burundaise et à la communauté internationale, que ce pouvoir même qui est en train de lutter pour, soi-disant, le bien d'un Hutu, pendant les 15 ans, ils ont tué combien de Hutus? Est-ce que les Hutus savent ça? Ils le savent, mais ils ne savent pas quoi faire. Le même pouvoir qui, soi-disant, venir protéger les Hutus, a tué et des Hutus et des Tutsis. Vous comprenez? Alors, à ce moment-là, il nous faut vraiment une table rase une table ronde pour qu'on parle de ces questions, revenir sur les accords d'Arusha, parce qu'on a constaté qu'avec les 5 ans de pouvoir du CNDD-FDD, les premiers 5 à 2005 à 2010, en fonctionnant avec les accords d'Arusha, le pays était stable, tout allait bien. Mais dès qu'ils ont enterré ces accords, alors le tissu social
c'est redéchiré encore une fois. Vous comprenez? Il ne faut pas alors qu'ils essayent de tromper les gens, nous verser des larmes du crocodile, les tels sont des coupables, les tels sont des innocents. Nous savons comment ils fonctionnent et que c'est tout même, disons, soi-disant, protégés par le pouvoir actuel, qu'ils n'oublient pas que ce pouvoir en a tué des Hutus par milliers. Vous connaissez au sein du CNR, vous connaissez au sein du parti PDS Gamibanga, au sein de tous les partis d'opposition, au sein du MSD, les Tutsis aussi. On a suivi tout ça. Vous avez suivi tout ça. Alors, pourquoi aujourd'hui, cette sévère n'ose pas dire tout ce qui est visible et noir sur blanc? Ils essaient juste de camoufler, masquer. C'est là où nous tirons la conclusion que cette CVR n'est pas la vraie CVR que nous voulons, c'est juste un instrument du parti au pouvoir. Et donc vous insistez particulièrement sur le rétablissement des accords d'Arusha qui pourront effectivement il n'y a pas de remède, la vérité. Il n'y a que ça. S'il y a quelque chose que le CNDD-FDD ne comprend pas dans ces accords, qui remettent ça sur la table, on en discute, ils nous montreront ce qui ne va pas, on en discutera et que la vie nationale marche sans problème. Voilà, c'est tout. Hier, on a remarqué notamment la présence des membres de la CVR, dont son président, Pierre Claver Ndaï-Tchalié, mais aussi d'autres institutions gouvernementales sur les lieux de la cérémonie de cette commémoration. La maire, quel sens donnez-vous à la présence d'officiels? C'est une politique de deux poids, deux mesures. Il y a chaque année une commémoration du massacre des élèves à Kibimba, à Mouta. Je n'ai jamais vu un officier se présenter sur le lieu. Et voilà que pour les étudiants Hutus, c'est tous les organes du gouvernement qui ont été représentés sur les lieux. C'est aberrant. Hein? Comme disait monsieur, c'est une façon de politiser un conflit et pour des fins politiques. Or, je pense que la population devrait être vigilante et comprendre que ce qui est en train d'être fait par la CVR, par le pouvoir en place, ce n'est qu'une manipulation. C'est de l'instrumentalisation. Et une manipulation pure et simple. Aujourd'hui, en paysan, on l'appelait Munyagihugu. Ils viennent, ils disent Nyenegihugu. Qu'est-ce que ça change, franchement, sur dans la société? Dans ce cas, qu'est-ce qui devrait être fait? Ce qui devrait être fait, c'est la personne de se ressaisir. Parce que les politiques ne vont pas changer. Non? Vous n'avez pas... Ils veulent rester au pouvoir. Ils vont utiliser toujours la manipulation. C'est plutôt le devoir est à la population. De comprendre et avoir une conscience collective. C'est ça. Ce que je dirais, j'appellerais une conscience collective. Comprendre que ce ne sont pas le pouvoir qu'ils appellent Mwenegihugu, Nyagihugu. Bientôt, ils les appelleront Benengoma. Qu'est-ce que ça change sur le paysan, sur le pain de terre qu'il a? Qu'est-ce que ça va changer sur la superficie? Non, une manipulation. Et donc, pour vous, c'est qu'il y ait cette reconnaissance, comme disait Emmanuel, de faire comprendre, de savoir que c'est plutôt les Burundais, le pays qui a perdu, qu'une partie de la population qui a perdu ou qu'une autre partie de la population est coupable. Oui. C'était conscience collective dont je parlais. Je voulais l'illustrer par Iniplé. Je vous en prie. Vous avez Iniplé et vous
vous trouvez un petit médicament, vous mettez sur une partie du plaie, de la plaie. Vous croyez que vous guérissez la plaie, toute la plaie? Non. La partie qui n'a pas reçu de médicament, elle va se gangréner. Et attaquer l'autre partie. C'est ça ce qui se vit au Burundi. Certains dirigeants au pouvoir, ils veulent montrer à la communauté internationale que ce sont les Hutus qui ont été victimes et que les bourreaux sont les Tutsis. Or, avant ou après, il y aura encore des massacres. Peut-être que et d'ailleurs, c'est déjà fait, parce que les Tutsis ont massacré les Hutus ont massacré les Tutsis. Alors, à quoi bon se lancer des fléchettes chaque fois, au lieu d'affronter le problème tel qu'il est. Et donc, tout à l'heure, vous disiez ce qu'il faudrait, tout comme Emmanuel le disait, c'est pour terminer, c'est pour clôturer cette émission, cette édition. Vous disiez tout à l'heure qu'il faut qu'il y ait la vérité et que les coupables soient trouvés, et non pas qu'on dise que ce sont les Tutsis qui ont tué, ou que ce sont les Hutus qui ont tué, ou que ce sont, etc., etc. Donc, il faut effectivement qu'il y ait des victimes, qu'il y ait la vérité. C'est ça. C'est ça qui va guérir le Burundi. C'est la vérité. Et la vérité, elle n'est pas cachée, elle est là. Imaginez-vous que l'histoire de Jésus-Christ, il y a 2020 ans, d'accord? Mais il y a tout ce qui, là où il est passé, quand il est né, les documents d'état civil, ils sont là. Toute la vérité, ce qu'il a fait, c'est connu. Et aujourd'hui, au Burundi, en 1972, les Burundais ne savent pas dire ce qui s'est passé. Et pourtant, les écrits sont là. Donc, ça veut... il y a des gens qui ont vécu ça. Ils sont toujours là. Ça veut dire que vous demandez qu'il y ait preuve, qu'il fasse preuve de bonne volonté pour trouver la vérité et la dire, pour sauver le pays. Elle est là, ils ne veulent pas seulement la toucher. Merci beaucoup. Je rappelle, Lambert Nyonzima, que vous étiez étudiant à l'Institut technique supérieur à Kilidi au moment de la tuerie de l'Université du Burundi en 1995. Et c'est par là que prend fin cette édition du Club de la Presse. Emmanuel Ndereimana, vous êtes chargé de la communication à la coalition CEFOR Arusha. Merci à tous les deux pour l'éclairage et vos opinions que vous avez données. Merci aussi. Merci également à toute l'équipe technique, à toutes, à tous. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro du Club de la Presse.